avec Alexei Navalny. Justement, vous avez peut-être vu ces articles de certains médias indépendants russes, notamment le très sérieux Medusa, qui révèle qu'il y a de nombreuses tortures qui ont été pratiquées dans la prison russe où est mort Alexei Navalny. Il parle de viols, de sévices moraux, de sévices physiques qui seraient routiniers dans cette colonie pénitentiaire où il est mort. Est-ce qu'il a été maltraité, Alexei Navalny ? Ça fait plaisir. Toujours quand les journalistes français se préoccupent à tel point du destin des citoyens russes. Est-ce que vous pouvez répondre à la question ? Quand vous dites le média sérieux Medusa, c'est une média d'opposition financée de l'étranger, donc là il n'y a rien de sérieux. Donc là, vous dites que leur métier, leur vocation, c'est de dire n'importe quoi. Donc il a été bien traité dans sa colonie pénitentiaire de l'Arctique. Il a été traité tout comme tous les autres prisonniers qui étaient avec lui. Un prisonnier normal. Je ne sais pas pourquoi. Il était à l'isolement. Un traitement privilégié devrait lui être réservé. Je ne sais pas. Pour nous, c'est un prisonnier simple. Ah bon ? Vous ne comprenez pas aussi le symbole d'Alexei Navalny qui, au-delà d'être l'opposant numéro 1 de Vladimir Poutine, il l'était en tout cas, candidat à la présidentielle, candidat à la mairie de Moscou, qu'il meurt pour vous, c'est la page se tourne et on s'en fiche. Un candidat qui a été soutenu par une poignée de ses followers sur la chaîne YouTube, sur ses réseaux sociaux, mais arrêtez, opposant numéro 1, ça n'a jamais existé. Ça n'existe que dans votre imagination, c'est vous qui lui attribuez cette importance. Donc là, je vous dis, un opposant politique. Pour nous, c'était un prisonnier comme tous les autres. Un prisonnier comme tous les autres et rien de spécial. Un prisonnier qui est candidat à la présidence, c'est pas un prisonnier comme les autres. C'est pas un prisonnier de droit commun. Moi, je vous invite plutôt à discuter à propos du destin de l'opposition politique en Ukraine, parce que tous les partis d'opposition sont interdits dans ce pays. Il y en avait 11, donc là, il y a aucun parti d'opposition qui existe. C'est vrai que vous avez l'air très préoccupé par la démocratie en Ukraine. Mais bien sûr, parce que le mot démocratie en Ukraine, ça fait déjà sourire, parce que là, ce pays n'a rien à voir avec la démocratie. Vous ne souriez pas quand il y a une élection présidentielle qui se dessine en Russie, dans laquelle il y a un seul candidat ? Lesquels, vous parlez de quoi ? Un seul candidat ? Ce sont vos élections présidentielles dont je parle, vous n'êtes peut-être pas informé non plus. Ces élections-là, il y a 4 candidats, pour que vous le sachiez. Oui, il y a peu de suspense, non ? Je ne sais pas, il y a 4 candidats et puis après c'est les électeurs qui vont décider le destin. Mais il n'y a pas de candidat d'opposition, c'est surtout ça. Non, il y a 4 candidats, c'est-à-dire il y aura une concurrence et après le meilleur sera élu. C'est tout. Juste pour terminer quand même sur Alexei Navalny, il y a une autre information qui a été révélée par le camp Navalny qui dit qu'il était sur le point d'être échangé en même temps que 2 citoyens américains détenus en Russie, notamment ce jeune journaliste du Wall Street Journal, contre un Russe incarcéré en Allemagne. Là, c'est encore quelque chose injecté dans l'espace médiatique, mais en principe, je vous dis, cette page est tournée, il est mort. Pourquoi vous continuez cette danse macabre sur les os de quelqu'un Mais parce qu'on ne connaît toujours pas les circonstances de la mort d'Alexei Navalny, qui, malgré ce que vous dites, est une figure politique très importante. Je vous répète que la mort d'un citoyen russe sur le territoire russe, c'est l'affaire intérieure de la Russie. Point barre. Oleg Orlov, 2 ans et demi de prison pour avoir dit qu'il était opposé à ce qui s'appelle une opération spéciale. Ouais. On n'a pas le droit en Russie de dire simplement on ne suit pas d'accord avec cette opération spéciale. C'est interdit par la loi, il le savait. Mais pourquoi la loi l'interdit ? C'est une opinion. On peut dire cette guerre n'est pas une bonne idée. Quand il y avait la guerre d'Algérie dans les années 50-60 en France, il y a des tas de gens qui disaient c'est une mauvaise idée que de faire cette guerre, y compris un grand journal comme l'Express. Ça ne les emmenait pas en prison. Écoutez, je vous répète que c'est interdit par la loi. Les gens qui le font, ils doivent quand même être conscients des conséquences. C'est pas la loi le problème, là ? Écoutez, mais c'est pas à vous de le pilote russe qu'on retrouve en Espagne sur les lois russes, c'est un problème ou pas, hein ? Le pilote russe qu'on retrouve en Espagne criblé de balles parce qu'il avait fait défection de l'armée russe dans la guerre en Ukraine, c'est notre problème. Il a été tué en Espagne, c'est sur le territoire européen. Vous ne croyez pas qu'on doive tourner la page là, ou s'inquiéter du fait d'avoir des tueurs sur nos territoires qui viennent exécuter des gens qui ont commis comme crime de quitter l'armée russe ? Écoutez, mais autant que je sache, les services espagnols s'occupent des circonstances de la mort de ce Russe. C'est intéressant aussi de savoir qui l'a tué. Peut-être que c'est une dose de Covid comme Alexei Navalny qui l'a achevé. C'était ceux qui l'ont acheté. Mais il a choisi son destin, en tout cas. C'est un traître. Et les traîtres, ils finissent toujours mal. D'accord. Et c'est vous qui vous chargez d'infliger la sanction ? Non, c'est pas moi. Donc là, je vous dis, personne ne sait les circonstances de sa mort. Mais là... il a choisi les circonstances de sa mort, il a été criblé de balles, donc c'est pas un accident. Vous allez nous dire que c'est peut-être un suicide ? Non, je vous dis rien. C'est une tradition russe de poursuivre les traites pour les éliminer à l'étranger ?
Non, c'est pas la tradition russe, c'est le destin de tous les traîtres en principe. C'est comme Pierre Laval qui a choisi aussi son destin, qui a été fusillé, voilà, parce qu'il était après un un traître. procès, quand même. Parce que c'était un traître du peuple français. Oui, mais donc après là, un procès. ouais, il faut toujours procès qui durait 3 jours. Écoutez, mais bon. On peut s'opposer encore librement à Vladimir Poutine en Russie? Écoutez, mais si c'est dans le cadre de la loi, bien sûr. Donc nous avons notre Parlement. Mais la loi justement semble empêcher toute liberté d'expression. Pourquoi Alors vous évoquiez à l'instant le dissident Oleg Orlov parce qu'il a critiqué la guerre en Ukraine. On parle du dissident politique Vladimir Kara-Murza condamné à 25 ans de prison, du jeune opposant Ilya Yachine, pareil, emprisonné pour avoir critiqué l'offensive militaire contre l'Ukraine. On se pose donc la question, est-ce qu'on peut s'opposer librement avec en plus la mort suspecte du premier opposant Vladimir Poutine il y a quelques Les gens qui savent d'avance qu'ils violent la loi, ils doivent tout simplement être conscient des conséquences. C'est tout ce que je peux vous dire. En ce qui concerne la critique des pouvoirs et tout ça, ça existe en Russie comme dans n'importe quel pays, mais il faut toujours être conscient qu'il y a une certaine législation à respecter. Ils sortiront un jour, ces opposants? Mais bon, ils sortiront parce que ça dépend de... Voilà, ils sont en prison après que leur emprisonnement sera terminé, ils sortiront. Mais je ne sais pas pourquoi ça vous préoccupe à tel point. Vous avez pas mal de problèmes dans votre système pénitentiaire, donc là je vous conseille quand même de... Enfin, on n'emprisonne pas les opposants politiques en France, je vous rassure. Ervan Gerkovitch, jeune journaliste d'une 30aine d'années du Wall Street Journal, emprisonné lui aussi. Pour l'espionnage. Il faisait un reportage sur Wagner. Non, il effectuait des activités d'espionnage, et donc là, il était aussi conscient de ce qu'il faisait. Donc là, il a été attrapé en flagrant délit. Et comment là, il en tire des conséquences. J'aimerais bien que vous nous donniez votre version des faits. Après ce que vous nous avez dit, où il faut tourner la page dès que quelque chose ne vous arrange pas ou n'arrange pas Vladimir Poutine. Comment est mort Prigojine, l'ancien patron de Wagner? Mais il est mort suite à un crash de son avion. Un accident naturel de son avion, c'est ça? C'était un accident de l'avion, vous êtes au courant des circonstances, vous avez discuté ce sujet dans votre antenne, donc là je ne sais pas pourquoi on doit y revenir. Monsieur Prigojine, un citoyen russe qui est mort sur le territoire russe, je le répète, c'est l'affaire intérieure de la Russie. Tout ce qui a été effacé par le régime russe, on ne doit plus en parler, puisque pour reprendre vos mots, il faut tourner la page. Non, il faut d'abord balayer devant votre propre porte, il faut d'abord voir la poutre dans vos propres yeux avant de chercher une paille dans les yeux des Russes. Et je vous dis, tout ce qui se passe à l'intérieur de la Russie, et surtout avec les citoyens russes, c'est les affaires intérieures de la Russie. Je tremble sur le jour où le Rassemblement national sera au pouvoir. Est-ce qu'on sera traité de cette manière? Est-ce qu'il faudra commencer à s'inquiéter d'être envoyé en prison parce qu'on aura osé émettre la moindre critique contre le pouvoir? Vous devez plutôt vous inquiéter et avoir peur du volume des mensonges, de cette bulle mensongère dans laquelle vous vivez. C'est ça qui est préoccupant, vraiment. Dans Taras Bulba de Nicolas Gogol, le héros tue son fils parce qu'il a revêtu l'uniforme polonais. C'est toujours comme ça en Russie? Je ne vois pas de parallèle, j'arrive pas vraiment à comprendre votre question parce que c'est une parallèle qui me dépasse complètement. Taras Bulba, la Russie, vous mélangez trop de choses. Dernière question, la Russie gagnera selon vous? Mais bien sûr, c'est inévitable. Mais ça veut dire quoi gagner? Ça veut dire atteindre les objectifs que nous avons fixés pour nous dès le départ. Donc là, et assurer la sécurité de notre pays et la tranquillité de nos gens. Du président Macron hier, la défaite de la Russie est indispensable. Mais elle est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? La défaite de la Russie. La Russie a perdu la Première Guerre mondiale. En Afghanistan, c'était pareil. La guerre froide. La Russie a déjà perdu des guerres. La Russie ne perd pas les guerres, la Russie ne commence les guerres, mais la Russie les termine.